Anne-Claire, vous la connaissez, hein, on l'a reçue sur la question environnementale à la fin de l'année passée, je crois. Donc, elle a un parcours atypique. Elle est diplômée de Sciences Po, elle a fait Oxford, c'était une avocate, et puis elle est passée dans les soft skills. Elle a versé dans les soft skills jusqu'à être en dehors de conférencière et comédienne et metteur en scène. Donc, c'est ta deuxième vie, Anne-Claire, et puis ta troisième vie, c'est avec Lisaïs, qui, depuis un an à peu près, tu as monté cette entreprise et tu as accepté de nous parler de cette énergie émotionnelle et Oui, des autres. tout à Donc, the fait. floor is yours. Et je me sens émue, d'ailleurs, à titre personnel, après avoir entendu tout ce qu'a dit Patrick. J'ai trouvé vraiment cette intervention aussi authentique que profonde. Tu as généré en moi des émotions. Donc, je te remercie. Ça me permet de me mettre vraiment bien en état pour vous parler justement de l'énergie émotionnelle. Donc, en tout cas, merci pour cette présentation, Raphaël. Je voulais simplement vous dire, donc, comme tu l'as dit, Raphaël, je suis comédienne et metteur en scène en parallèle de formatrice. C'est un petit peu au titre de ma vie de comédienne que je viens vous parler aujourd'hui, puisque les émotions et l'énergie émotionnelle, c'est un petit peu, ça fait partie grandement du métier du comédien. Mais je ne vais pas vous parler que du point de vue du comédien, je vais également vous donner d'autres informations. Je voulais juste vous dire un petit point technique, c'est que si vous avez au fil de mon intervention des questions, vous faites comme ce que vous avez fait finalement avec Patrick, vous pouvez les poser dans le chat. Voilà, et Raphaël aura la gentillesse de les collecter, éventuellement de me les poser à la fin, s'il y en a, naturellement. Pendant l'heure qui vient, je vais vous parler donc de l'énergie émotionnelle en 3 points. D'abord, nous allons voir ce que sont les émotions. On va se remettre un petit peu dans le contexte de qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Ensuite, je vais vous parler de l'énergie des émotions, l'énergie émotionnelle. Et enfin, on va voir ensemble comment gérer cette énergie émotionnelle, notamment lorsqu'il y a un trop-plein d'énergie émotionnelle. J'aimerais commencer en fait par vous poser une question à vous et je vous invite à répondre dans le chat. À répondre dans le chat, mais pas appuyer tout de suite sur envoi parce que je ne veux pas que vous vous influenciez les uns les autres. Donc, si vous pouvez mettre votre réponse, mais sans appuyer sur envoi, pour vous, qu'est-ce qu'une émotion? Et je vous dirai quand envoyer. Mais est-ce que vous pouvez mettre dans le chat, pour vous, qu'est-ce qu'une émotion sans envoyer? Je vous donne quelques secondes. Allez, go, vous pouvez appuyer sur envoi. Merci. Alors, je vois toutes vos réponses. Alors, Mathieu qui dit c'est un voyant sur mon tableau de bord. Ah, j'aime beaucoup l'image. Merci Mathieu. Un ressenti corporel. Je ne sais pas quel est le nom de la personne qui a écrit ça, mais effectivement, c'est juste de le dire. Un flux non maîtrisé. Oui, effectivement, l'absence de maîtrise sur l'émotion, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Une sensation qui vous prend par surprise et vous submerge. Oui, c'est vrai aussi. Une partie de moi, dit Pierre-Marie. Tout à fait. Nous avons effectivement, nous sommes des êtres émotionnels, ce qui nous aide beaucoup. On va voir pourquoi. Une émotion, c'est un ressenti fort suite à un événement. Tout à fait. Sensation. Alors, c'est un petit peu différent d'une sensation. On va y venir. C'est pas tout à... Une sensation, c'est purement corporel et physique, alors qu'une émotion, il y a une part de sensation, mais ça n'est pas que physique. On va y venir. Un petit sursaut d'énergie, même parfois un gros sursaut d'énergie, un ressenti puissant. Le mot ressenti revient souvent, hein, effectivement. Ressenti puissant, colère, joie, etc. Quelque chose que l'on ressent, voilà. Ressentir un sentiment agréable ou désagréable. Le sentiment, c'est un petit peu plus poussé que l'émotion. Et ça amène en revanche des émotions, mais c'est un petit peu différent. C'est pas réactionnel. Un sentiment, c'est quelque chose que l'on ressent au long cours, alors qu'une émotion, c'est une réaction. Je vais y venir également. Une émotion, c'est l'expression pure de soi. Oui, comme il y a une part aussi d'incontrôlé, bah, ça sort comme c'est. Un ressenti, à nouveau, sans poser des mots forcément, ressenti, réaction personnelle, sensation affective ciblée, là c'est intéressant comme manière de formuler, ce qui met en action, très juste, ça met en action l'émotion, absolument. Une température intérieure, oui, et je vais vous montrer une petite image qui fait écho à ça. Émotion et motion, énergie en mouvement. Presque, ouais. Et émotion, je vais y venir, mais c'est ouais, pratiquement ça.
ressenti et une expression authentique, dit Guillaume. Voilà. Super, bravo. Donc, vous avez une bonne idée, une bonne vision de ce qu'est une émotion. Et ce que j'aime, c'est la complémentarité de ce que vous avez mis les uns les autres. Et j'ai envie de dire que tous ensemble, vous avez trouvé la bonne définition de l'émotion. Je vais vous dire quelle est la définition du Larousse sur l'émotion. L'émotion, ça vient de l'ancien français motion, mouvement, et ça vient de émovere, émouvoir, et ça veut dire mettre en mouvement. Ça veut dire qu'en fait, une émotion, ça nous met en mouvement. En fait, une émotion, c'est provoqué par la confrontation à une pensée ou à une situation. C'est une manifestation interne, psychologique, qui va créer une réaction externe, physiologique. Donc, il y a à la fois une part de psyché, ça se passe dans ma tête, et également de corporel, ça se passe dans mon corps. En fait, c'est une expérience psychophysiologique. Il y a du psyché et du physiologique. Une expérience psychophysiologique qui a des incidences assez fortes sur notre énergie, d'où l'énergie émotionnelle. Est-ce que vous avez une petite idée de pourquoi est-ce que nous avons des émotions? Finalement, quelle est l'utilité des émotions? Quelles sont leurs utilités? Parce qu'en fait, il y en a plusieurs. En fait, il y a 3 utilités aux émotions. La première utilité, c'est un peu ce que disait Darwin, c'est considéré comme des signaux qui va permettre notre survie. Ça va nous aider à survivre et je vais vous expliquer ça de manière un peu plus précise dans quelques instants. Donc, il y a un signal pour la survie. Deuxième utilité, ça va nous aider dans notre capacité mémorielle. On va voir que dans ce qui se passe dans le cerveau, il y a un lien avec l'hippocampe qui est responsable de notre mémoire. Et en fait, les émotions fortes nous marquent et renforcent notre mémorisation d'une situation donnée. Et elles favorisent ainsi notre apprentissage. Grâce aux émotions, on apprend mieux, on retient mieux. Et je vais vous donner un petit exemple. Est-ce que certains d'entre vous se souviennent de ce qui s'est passé dans leur vie ou de où ils étaient et de ce qu'ils faisaient le 14 octobre 2009? Je vois à vos visages que non, le 14 octobre 2009, vous ne vous souvenez pas. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 11 septembre 2001? Ah, je vois voilà, des visages. Le 11 septembre 2001, le World Trade Center. Vous vous en rappelez où vous étiez, ce que vous faisiez à cet instant précis où vous avez appris que le World Trade Center avait été attaqué. Et ça, pourquoi? Parce que votre mémoire émotionnelle a été marquée. Vous avez ressenti une émotion forte qui fait que vous vous en souvenez. Vous voyez, c'est ça en fait la capacité mémorielle des émotions. Et enfin, la troisième utilité des émotions, et c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est le fait qu'elles renforcent nos capacités cognitives. Elles aiguisent nos sens en nous envoyant en fait une décharge énergétique dans notre corps, une décharge énergétique qui va être ensuite dosée en fonction du besoin identifié pour la survie. Donc c'est l'émotion qui va nous envoyer en fait une énergie corporelle. C'est pas conscient, c'est pas contrôlable, ça peut être très intense, mais à partir du moment où on l'a conscientisée, on peut arriver à gérer cette énergie. Et parfois, il faut savoir la gérer parce que si elle est très positive et qu'elle nous apporte plein de choses dont on a besoin, elle peut, si elle dure trop longtemps, s'avérer négative pour nous, pour notre corps et pour notre santé en général. Donc, en résumé, les émotions influencent nos choix et nos comportements immédiats, mais également notre mémoire et nos perceptions futures. Maintenant, je voudrais qu'on regarde de manière un petit peu plus précise qu'est-ce que c'est, en quoi consistent en fait les émotions. Alors, je suppose que vous avez tous déjà entendu parler des 6 émotions primaires et ensuite des émotions complexes. Un des pères des émotions s'appelle Paul Ekman. C'est un psychologue américain de renom du siècle dernier qui a été un des pionniers. Il a beaucoup écrit sur les émotions et leurs relations, notamment à nos expressions faciales. Il a créé un relatif consensus en divisant les 6 émotions primaires versus les émotions complexes. Je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer une roue des émotions qui va vous permettre d'un peu voir ce que c'est. Alors, est-ce que je peux avoir les droits sur le partage d'écran ou... Ah, voilà, je crois que ça y est, c'est revenu. Hop. Alors, normalement, est-ce que vous voyez tous? Je regarde vos visages. Oui, je vois Raphaël qui fait oui, donc ça veut dire que oui. Super, merci. Voilà, donc je vous montre voilà, ce premier outil qui est la roue des émotions. Comme vous pouvez le constater dans ce visuel, on a les 6 émotions primaires qui sont au milieu. La surprise, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse et la joie, heureux. Et en fait, dans le spectre, je fais un petit zoom, dans le spectre de chacune de ces émotions primaires, vous voyez, il y a des émotions complexes qui en découlent, à un premier degré et un deuxième degré.
Alors, c'est une roue indicative qui aide à voir, à verbaliser les émotions. Évidemment, elle est non exhaustive. Mais vous voyez, par exemple, avec la colère, on peut avoir le fait d'être blessé, de se sentir menacé, de se sentir haineux en première roue. Ensuite, dévasté, jaloux, amer, défiant, etc. Ce sont des émotions un petit peu plus complexes. Je vais vous parler d'abord des 6 émotions primaires. Les 6 émotions primaires, elles sont innées. On les a dès notre naissance et en fait, les tout petits bébés les expriment également, les ressentent, les expriment également. Elles sont innées et elles sont vraiment automatiques. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Elles ont cette utilité de survie dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi? Puisque par exemple, quand on a peur, eh bien, la peur va nous envoyer une décharge d'énergie et contracter nos muscles pour faire face à quelque chose que nous ne connaissons pas ou qui va justifier une peur. C'est pareil pour la colère. Quand on se met en colère, ça nous donne ça nous envoie de l'énergie. On devient, par exemple, rouge ou on sent en nous qu'on a vraiment quelque chose de fort qui monte. Et ça peut aussi nous permettre de surmonter des obstacles, par exemple, dans le combat. Le dégoût, c'est une émotion qui existait pour nous permettre de ne pas manger, par exemple, des aliments toxiques. On va, à part l'odeur et par l'odorat et par le goût, voilà, détecter que ce sont des choses qui... Et donc, ça nous dégoûte. On ne va pas les manger. Donc, vous allez me dire, OK, tout ça très bien. La surprise aussi, quand je suis surprise, ça m'envoie une décharge parce que c'est quelque chose de nouveau, il faut que je m'y adapte. Mais finalement, la joie et la tristesse, on a du mal à voir en quoi la joie et la tristesse vont nous aider à survivre. C'est des émotions bon, voilà, qui peuvent être aussi très fortes, mais en quoi ça nous aide à survivre? Elles nous aident à survivre, ces deux émotions, parce que nous avons besoin d'être en société, d'avoir un lien social pour mieux survivre. Et ce sont les émotions qui vont nous aider à nous lier en fait à d'autres êtres humains. La joie, eh bien, c'est un petit peu le liant social qui va nous aider à bien interagir avec nos pairs. Et la tristesse va susciter l'empathie chez les autres. Et du coup, comme ça suscite l'empathie, eh bien, ça permet aux autres de venir vers nous. Ça nous aide en fait à tisser le lien social, à former une communauté qui va donc mieux survivre en étant en groupe. Les émotions, donc sachez que toutes ces 6 émotions primaires, ce sont des émotions qui sont universelles. Elles sont partagées par tout le monde dans le monde et elles sont partagées dans le ressenti, mais également dans les expressions faciales et la gestuelle. Que vous alliez en Chine, que vous alliez en Amérique du Sud, en Afrique, tout le monde va finalement exprimer le dégoût, par exemple, de la même manière. Ce sont également des émotions qui sont partagées avec les animaux. Donc c'est universel chez les humains et c'est également dans l'univers animal. Les émotions complexes, en revanche, celles qui sont autour, elles sont beaucoup plus développées chez les humains et elles nous permettent de ressentir des choses beaucoup plus nuancées. Les animaux n'en ressentent pas autant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut également ressentir une succession d'émotions, simples ou complexes, et qui peuvent parfois être contradictoires. C'est par exemple quand on passe du rire aux larmes, vous voyez. On passe d'une émotion à l'autre parce qu'il y a des canaux qui se créent notamment dans notre cerveau qui vont nous faire passer en fait d'une émotion à l'autre. Voilà en fait pour vous expliquer de manière assez rapide ce que sont les émotions simples et les émotions complexes. J'arrête le partage. Hop. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions complexes peuvent être plus difficiles à détecter que les émotions simples, notamment parce qu'elles sont justement, elles sont mélangées en fait. Soit ça peut être des émotions simples mélangées, soit ça peut être un petit peu plus nuancé, mais elles sont assez difficiles à détecter. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'expression des émotions peut un petit peu varier selon la personne et selon la culture. Je vous donne un exemple. Au Japon, on ne montre pas sa colère et sa tristesse. C'est culturellement pas quelque chose de très acceptable et accepté. Alors que dans le pourtour méditerranéen, on va beaucoup plus exprimer sa colère et sa tristesse. Voilà. Donc, comme nous l'avons vu, les émotions sont provoquées par la confrontation à une pensée ou à une situation. Parmi les situations, il y a le fait simplement de voir ou de percevoir une émotion chez l'autre. Et ça, nous pouvons en fait, parce que nous ressentons l'émotion de l'autre, par exemple, Patrick, j'ai ressenti certaines émotions que tu sentais toi-même pendant ton intervention, et ça m'a fait moi aussi, du coup, ressentir des émotions. En fait, on a une forme de mimétisme, on entre en communication avec l'autre, et ça, en fait, le fait de percevoir une émotion chez l'autre peut créer une émotion chez nous-mêmes. Ça fait partie des situations, en fait, qui sont les stimulus de l'émotion. Et ça fait partie également de l'empathie, notamment les émotions sociales dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont la joie et la tristesse, que nous ressentons fortement. Mais ça peut être aussi le cas de la peur ou de la colère. Si je suis face à quelqu'un qui est en colère, au bout d'un moment, ça peut moi aussi me mettre en colère, en fait.
Contagion émotionnelle, dit Virginie. Ah, j'aime beaucoup, ouais, j'aime bien cette expression, super. Je voudrais maintenant faire un petit jeu avec vous. Je vais vous dire une phrase. Et cette phrase que je vais vous dire, c'est une phrase qui est neutre dans son contenu, dans son sens. Mais simplement, je vais la dire avec une émotion complexe. Et j'aimerais que vous notiez dans le chat l'émotion complexe que vous percevez. Et pareil, n'appuyez pas tout de suite sur envoi pour ne pas vous influencer les uns les autres. Vous notez simplement l'émotion que vous percevez. Et quand je vous dirai go, à ce moment-là, vous appuyez sur envoi. OK? Donc, je me mets dans ma posture de comédienne. Je vais vous jouer une émotion complexe. J'ai vu un oiseau dans le ciel. Je vous laisse écrire. Allez-y, vous pouvez envoyer. Perplexe, perplexe, perplexité, perplexité, surprise, dubitative, dubitatif. Ah, perplexité ou dubitative, dubitative, perplexité, dubitative, ennui. OK. Ouais. Alors, bravo, 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 parce que je jouais la perplexité. Effectivement, c'était l'émotion. Après, vous voyez, c'est subtil. Comme c'est une émotion complexe, elle est difficile en fait à percevoir. Et on peut hésiter entre perplexe et dubitatif. Après, c'est assez fort. L'ennui, alors ça, c'est encore une émotion un peu différente, effectivement. Mais voilà, bravo à vous pour l'avoir détecté et d'en avoir aussi perçu la nuance et la subtilité. Je vais à nouveau faire ce petit jeu avec vous une deuxième fois. OK, vous êtes prêts? J'ai vu un oiseau dans le ciel. Allez-y, écrivez. Sérénité, fierté, contente, satisfaction. OK. Joie, plaisir. Ah, alors là, vous voyez, c'est plus subtil. Hein. Ça va, effectivement. Émerveillement. Waouh, émerveillement, ouais. OK. Assertif. Pardon, je remonte un petit peu. Alors, la joie, la satisfaction, l'assertivité, le contentement, le plaisir, l'accomplissement. Ouais, effectivement. Pas mal. Vous êtes assez proche. Ce que j'essayais de jouer, c'était la confiance, confiante. J'ai vu, avec confiance, je vous le dis, j'ai vu un oiseau dans le ciel et c'est en confiance. Mais effectivement, je pense qu'il y avait c'était un peu teinté de joie dans la manière dont je l'ai dit. Vous avez vu dans la perception de l'émotion que j'ai jouée, il y a des nuances. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est parfois difficile de déceler avec précision quelle est l'émotion de la personne et on peut parfois se tromper. Et parfois, on va partir du principe que la personne a l'air plutôt de ressentir cette émotion et en fait, elle va ressentir autre chose. On a plusieurs manières de déceler la bonne émotion, notamment regarder le corps de la personne et l'énergie qu'elle envoie. Mais c'est assez subtil. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons 43 muscles faciaux. On a 43 muscles dans notre visage qui permettent d'avoir 10 000 expressions, dont 3 000 qui ont du sens. Donc, en sachant cela, on peut faire beaucoup de nuances en fait, et ça fait que ça peut rendre un petit peu difficile la perception, notamment des émotions complexes. Ce qui n'est pas le cas des émotions simples. Les émotions primaires sont très lisibles. C'est le dégoût, ou la peur. Enfin voilà, c'est quelque chose que l'on perçoit de manière plus claire. Quand c'est complexe, c'est plus difficile, et c'est complexe parce qu'on a tous ces muscles et toutes ces possibilités d'expression. Ok, très bien. En tout cas, pour être sûr de l'émotion que vous ressentez, enfin, ou qu'une personne en face de vous ressent, posez-lui la question. Pour être sûr de votre propre émotion, parce que parfois même pour soi-même, on a du mal à la comprendre, on peut se poser la question. On a vu de manière assez complexe ce qu'était une émotion en général, ce que sont les différentes émotions primaires, complexes. Maintenant, j'aimerais qu'on mette un petit peu l'accent sur ce qu'est l'énergie émotionnelle, l'énergie des émotions, et notamment comment une émotion se transforme en énergie. Comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure, on a vu qu'en fait, les trois utilités de l'émotion, une des trois utilités, c'était de booster nos capacités cognitives et nos sens par un espèce d'afflux d'énergie inconscient et incontrôlable. De fait, les émotions, et l'un de vous l'avait dit dans la définition, les émotions vont toujours donner lieu à une réaction ou à un mouvement qui n'est pas toujours, qui n'est pas contrôlé en fait. Ça peut être une réaction externe. Une réaction externe, c'est les muscles, par exemple, du visage, ou ça va être une gestuelle. Ça, c'est assez contrôlé dans certains pays comme le Japon, par exemple. Ça peut également se traduire lorsqu'on n'a pas le droit de montrer ses émotions, ou on essaye soi-même de contrôler ses émotions et de ne pas les exprimer. Dans ce cas-là, où va aller cette énergie? Comment ça va s'exprimer? Eh bien, en interne.
Et ça va en fait avoir un effet sur nos organes, notamment notre cœur, notre système hormonal et la respiration. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut mesurer l'impact énergétique des émotions sur notre corps. Au CNRS, il y a un institut qui s'appelle l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, où on a tenté justement de mesurer l'implication énergétique des émotions dans le cerveau. Avant d'aller voir dans le corps, on va d'abord voir un petit peu ce qui se passe dans le cerveau. Donc, on a mis un électro, par exemple, on met un électroencéphalogramme pour mesurer l'activité électrique du cerveau et on va regarder un petit peu ce qui se passe. D'abord, on s'est rendu compte que l'être humain perçoit l'émotion avant de percevoir le visage. Avant même de savoir si c'est un homme, une femme, un bébé, une personne, avant même de voir le visage, je vais percevoir l'émotion. Au bout de 100 millisecondes, j'ai perçu l'émotion. Au bout de 200 millisecondes, j'ai perçu le visage. Et ensuite, on va prendre conscience de l'émotion que l'on a perçue encore une demi-seconde plus tard. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment on perçoit les émotions. Ensuite, on s'est rendu compte qu'un visage neutre, quelqu'un qui ne ressent pas d'émotion, va beaucoup moins stimuler notre cerveau qu'un visage qui n'est pas neutre. Si je vois quelqu'un qui est joyeux ou qui est triste ou qui est en colère, ça va beaucoup plus stimuler l'activité électrique de mon cerveau. Les neurosciences se sont également penchées sur la question des émotions. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de la théorie des 3 cerveaux de Paul MacLean. Paul MacLean, qui est un neurobiologiste américain du XXe siècle, c'est les fameux cerveaux reptiliens, limbiques et le néocortex. Je vois plusieurs personnes qui opinent du chef, donc je vois que vous connaissez déjà un petit peu. C'est une théorie intéressante. En gros, le cerveau reptilien, qui est notre premier cerveau, qui est vraiment le cerveau de la survie, c'est le tronc cérébral et c'est le cervelet. Ensuite, on a le limbique, qui est plutôt le centre des émotions, qui est vraiment le cerveau, si je puis dire, des émotions, mais également du langage, que nous avons développé en deuxième. Et enfin, le néocortex, qui est le troisième, le plus gros troisième cerveau, qui est le cerveau de la raison, de la logique, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette théorie de Paul MacLean, que je trouve intéressante, a été un petit peu challengée, elle a marqué son temps, elle a été un petit peu remise en cause par des neuroanatomistes plus récents, plus actuels, on va dire, comme Joseph Ledoux, qui s'accorde à dire qu'en fait, chaque émotion suit un circuit neuronal spécifique et automatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le même circuit et la même chose qui se passe selon l'émotion que l'on va ressentir. Et il y a comme ça dans notre cerveau le circuit de la peur, il y a le circuit de la joie, il y a le circuit du dégoût, et ce ne sont pas les mêmes circuits chaque fois. Je vais vous expliquer de manière un petit peu plus précise comment ça peut se passer. Ce qu'il faut retenir, c'est que les émotions prennent forme principalement dans notre système limbique, dans notre cerveau limbique, si je puis dire, même si ça ne se passe pas que là. Je vais à nouveau vous partager mon écran. Je vais à nouveau vous partager mon écran. Voilà, donc là, on était sur la roue des émotions. Vous voyez bien? Ouais, je vois Patrick qui dit oui, ok, super. Est-ce que vous voyez bien du coup le cerveau, le système limbique simplifié? Ok, super, génial. Je vais vous parler du coup un petit peu technique de ce qui se passe dans le cerveau avant de vous parler ensuite de la transmission de l'énergie au corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on perçoit quelque chose, ça va d'abord dans le thalamus. Le thalamus, vous voyez, c'est ce rond au milieu. Le thalamus, c'est la gare de triage de notre cerveau. Je vais vous en parler plusieurs fois. C'est-à-dire, c'est vraiment le premier endroit dans notre cerveau qui va percuter qu'il se passe quelque chose. Le thalamus va identifier d'où provient cette perception et notamment quel est le sens utilisé. Est-ce que c'est le goût? Est-ce que c'est l'odorat? Est-ce que c'est le toucher? Est-ce que c'est la vision? Le thalamus va détecter ça. Une fois qu'il a détecté ce que c'était, quel est le sens utilisé, il va envoyer une information dans 2 endroits. D'abord, il va envoyer dans le cortex. Le cortex, vous voyez, c'est la partie supérieure du cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cortex, il y a une zone spécifique pour chaque sensation, pour chaque sens en fait. Donc, par exemple, si c'est une vision, il va envoyer dans la zone qui est dédiée à la vision, dans le cortex. Donc ça, c'est la première chose que va faire le thalamus. Deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer également l'information à l'amygdale. Vous voyez, l'amygdale, on en a 2, elles sont en violet sur l'image que je suis en train de vous montrer. L'amygdale qui va ensuite traiter l'information. L'amygdale, vous voyez, est reliée à l'hippocampe. Vous voyez, hippocampus, c'est tout ce petit, enfin cet anneau en fait, cet anneau qui est bleu dans les couleurs bleues. L'hippocampe qui est responsable de la mémorisation.
C'est pour ça que si jamais on perçoit quelque chose de complètement nouveau, qui crée une émotion chez nous, on va pouvoir s'en souvenir grâce à notre hippocampe. Le 11 septembre 2001, vous vous en souvenez grâce à votre hippocampe, en gros. Donc, l'amygdale est reliée à l'hippocampe pour la partie mémoire, mais ensuite, elle est surtout reliée à l'hypothalamus, que vous voyez en dessous, qui est cette petite glande verte là. L'hypothalamus, c'est la partie de notre cerveau qui contrôle notre système nerveux autonome et automatique, si je puis dire. C'est tout ce qui est dans notre corps qui fonctionne de manière automatique, tout seul, comme par exemple le cœur qui bat ou la respiration. Ce sont des choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle, ça fonctionne de manière vraiment autonome. L'hypothalamus, quand il reçoit l'info, va envoyer en fait une dose d'énergie, va stimuler en fait un certain nombre d'organes que nous avons, comme notre cœur, pour pouvoir répondre à la perception que nous venons de recevoir. Ok, je vais arrêter le partage d'écran. Hop. Donc là, vous avez compris un petit peu ce qui se passe dans notre cerveau et on va voir ensuite comment est-ce qu'on fait pour gérer tout cela. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme l'info est envoyée dans deux endroits, le cortex va décortiquer ce que c'est et voir est-ce que réellement il y a un danger, est-ce que le danger est vraiment grave ou est-ce que le danger n'est pas trop grave. En fonction de ce que le cortex perçoit, il va soit booster encore plus l'hypothalamus et donc en gros l'énergie que nous recevons dans notre corps, soit calmer un peu l'hypothalamus en disant écoute, en fait ça va, c'est pas trop grave, calme-toi. Je vais vous donner un exemple en fait pour que vous puissiez comprendre en vous parlant du circuit de la peur. Donc, il y a plusieurs circuits neuronaux selon l'émotion. Je vais vous parler de l'émotion de la peur, le circuit de la peur, qui nous aide donc à faire face à un danger de manière plus efficace en augmentant hyper rapidement la quantité de notre énergie au service de nos sens. Le circuit de la peur nous permet d'avoir une vision plus précise. Par exemple, on a la pupille qui se dilate pour capter un maximum de lumière, nos poumons qui se remplissent d'air et qui permettent à la respiration de s'accélérer, et surtout un cœur qui bat plus vite afin d'alimenter davantage nos muscles en oxygène, de les rendre ainsi plus forts, d'avoir des réflexes plus vifs et d'avoir une moindre sensibilité à la douleur. Quand on a peur, on a moins mal. On est moins sensible en fait à la douleur. Les jambes sont irriguées en premier et la digestion s'arrête. Quand on a peur, on s'arrête de digérer parce qu'on met l'énergie ailleurs. Il y a une réallocation de l'énergie dans le corps. Et c'est plutôt les jambes qui vont recevoir un maximum d'énergie. Et puis par ailleurs, le corps anticipe son propre refroidissement en augmentant la sudation. C'est ce qu'on appelle avoir des sueurs froides. C'est-à-dire je transpire sans avoir rien fait de corporel, juste parce que j'ai peur en fait. C'est parce que le corps augmente la sudation en anticipant justement son propre refroidissement. Et pendant ce temps-là, on a également le foie qui va se mettre à produire du sucre, le sucre qui est donc de l'énergie pure, pour alimenter les muscles, par exemple pendant la fuite. J'ai peur, je dois m'enfuir, je dois courir pendant un certain temps. Il faut pouvoir alimenter les muscles tout au long de la fuite. Et donc là, c'est le foie qui va produire du sucre pour arriver à les alimenter. En même temps que tout cela se passe, le cortex analyse à toute vitesse, évalue en fait la quantité de danger pour savoir est-ce que j'ai vraiment raison d'avoir peur, est-ce qu'il faut que j'ai très peur ou est-ce que je peux avoir moyennement peur. Je vous donne une illustration. Je me promène dans un bois. Via mon thalamus, je vois l'image floue d'un bâton qui, on dirait un serpent en fait. Et je me pose la question, est-ce que c'est un bâton ou est-ce que c'est un serpent? Donc là, j'ai mon thalamus qui active l'amygdale, qui va enclencher tout un tas de réactions corporelles, les réactions corporelles de la peur. J'ai peur que ce soit un serpent. Et en même temps, le cortex visuel, la partie visuelle, qui va décrypter l'image de manière un peu plus détaillée. S'il s'avère que c'est véritablement un serpent, à ce moment-là, mon cortex va dire à l'hypothalamus, vas-y, continue d'envoyer un max d'énergie dans ce corps parce qu'il faut fuir ou il faut faire quelque chose, il y a un réel danger. Ou à contrario, si le cortex comprend qu'en fait ce n'est qu'un simple bâton, à ce moment-là, il va faire baisser la quantité d'énergie mobilisée et toutes les expressions corporelles de ma peur vont s'estomper. Vous voyez, c'est comme par exemple, quelqu'un vous fait peur, quelqu'un vous surprend en faisant bouh derrière la porte, vous avez un coup au cœur, et après, il y a un tout petit temps de « Attends, tu m'as fait peur, laisse-moi me remettre de mes émotions. Je dois redescendre parce que j'ai eu cet afflux d'énergie dans mon corps, un coup au cœur, mais pas que dans le cœur, en fait, partout dans le corps. Il faut que je redescende maintenant que j'ai compris qu'il n'y avait pas de réel danger. » Au niveau de la survie de l'espèce, il vaut mieux prendre un serpent pour un bâton plutôt que de subir une morsure parce qu'on l'a réalisé avec quelques millisecondes de retard ce qui se passait. Donc, c'est vraiment important. Donc, c'est pour ça que l'amygdale va presque un peu plus vite que le cortex. En fait. Le cortex. On va avoir les sensations corporelles de la peur avant même
d'avoir complètement et pleinement analysé l'image. Les personnes dont les amygdales sont lésées dans le cerveau, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez handicapant pour elles parce que c'est des personnes qui n'ont pas peur, qui ne reconnaissent pas la peur, par exemple. Elles n'ont peur de rien. Quand on montre, par exemple, différentes photos d'images sur un écran, elles sont incapables de détecter qu'est-ce qui est effrayant de qu'est-ce qui ne l'est pas. Elles ne sont traversées d'aucune énergie supplémentaire. Donc, quand on est face à un vrai danger, ça peut être très handicapant, mais surtout, ça peut leur donner aussi quelques handicaps sociaux parce qu'elles sont incapables de faire des jugements sociaux corrects puisque leurs amygdales ne leur envoient pas d'infos, par exemple, en fait. Je vais maintenant vous projeter, enfin vous projeter, c'est un grand mot, vous montrer sur ordinateur. Hop, voilà. Je voudrais vous montrer une cartographie anatomique de l'énergie émotionnelle. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Là, vous voyez en fait ce que les émotions nous font corporellement. En gros, quels sont les organes qui sont les plus sollicités par une émotion? Vous voyez ce que fait la peur, ce que fait la colère, le dégoût, etc. Vous voyez que la joie inonde le corps et réchauffe, hein, parce que là, on est sur des degrés, on est sur une chaleur. C'est vraiment la joie qui va chauffer le plus le corps, suivi de très près par l'amour, qui est encore plus intense, mais qui est moins global, qui se situe beaucoup, en fait, dans la partie supérieure du corps. J'attire votre attention naturellement sur la dépression, où là, on n'a pas d'énergie, en fait. On a moins d'énergie qu'un corps neutre. Vous voyez le corps neutre qui est en haut à droite, c'est le corps qui est tout en noir. La dépression, on a encore moins d'énergie, en fait. On est vidé de son énergie, on n'arrive plus à rien faire. Et voilà. Et vous pouvez voir du coup ce qu'on ressent quand on est dans la fierté. C'est quelque chose qui se vit beaucoup en haut. Voilà ce qu'on ressent selon les différentes en fait, émotions que l'on ressent. Quels sont les organes qui sont le plus actionnés? Où est-ce que l'énergie va en fait actionner les organes? Sachez que ce que je suis en train de vous montrer là, ça existe aussi en comparatif avec les schizophrènes. La schizophrénie, en fait, qui est une maladie psychique où en fait, on perd en fait ses capacités de reconnaissance émotionnelle, on a du mal à reconnaître les émotions et à les vivre. Et on voit par exemple que pour les personnes schizophrènes, tout est beaucoup moins intense en fait. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer l'élément comparatif, par exemple. Hein. Donc voilà, je vous retrouve. Voilà. Donc, vous avez pu voir un petit peu ce qui se passait. Je voudrais faire un petit point aussi sur le circuit de la joie et le circuit de l'amour, parce que je vous ai parlé du circuit de la peur, mais parlons aussi des circuits un peu plus joyeux. Le circuit de la joie, avec le rire. Le rire libère, par exemple, de la dopamine, qui est un neurotransmetteur qui donc relie les neurones les uns aux autres, et qui inonde le cerveau de plaisir. Ça libère aussi des endorphines, qui est un antidouleur qui passe dans le sang et se répartit dans le corps. Ça veut dire que quand on rigole, quand on rit, on a moins mal physiquement. Tout comme la peur d'ailleurs, qui nous donne une meilleure résistance à la douleur, en fait, la joie le fait également. C'est pour ça souvent que quand on a ri aux éclats, on se sent bien, on se sent relaxé, on se sent mieux. On a aussi le cœur qui bat plus vite, ce qui permet au sang de mieux circuler, d'éliminer les toxines. On a les poumons qui se vident et qui se referment entièrement, ce qui permet de produire davantage de globules blancs, ce qui assure une meilleure immunité. Et on a les abdominaux qui se contractent, ce qui va aussi faciliter, enfin qui masse en fait le ventre et facilite la digestion. Je ne sais pas si vous connaissez le Rire Médecin, qui est par exemple une association où on envoie des clowns dans les hôpitaux, notamment les hôpitaux pour enfants, et on essaye de faire rire les enfants. Et en fait, on les fait rire naturellement pour améliorer leur quotidien et leur donner un peu de joie, mais aussi parce que ça a un véritable effet sur leur santé. Il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré l'impact positif du rire sur des patients, avec notamment une diminution de 30 à 40% d'antidouleurs. On a moins besoin d'antidouleurs parce qu'on a moins mal, parce qu'en fait, en riant, on a reboosté en fait notre corps. Il existe d'ailleurs des thérapies du rire où on va se forcer en fait à rire. Au début, on se force, et puis finalement, c'est quelque chose qui devient contagieux et finalement, on rit de bon cœur à la fin. Et ça va nous aider en fait à aller mieux. D'ailleurs, je vous invite à rire. Patrick vous invite à respirer. Ce qui est tout à fait, ce qui est très important également, moi, je vais vous inviter à rire. Il est recommandé de rire 10 minutes par jour. Je ne sais pas si vous avez eu votre éclat de rire de 10 minutes aujourd'hui. Sinon, je vous invite fortement à l'avoir cet après-midi.
Donc voilà pour ce qui est du circuit de la joie. Et vous avez vu, je vous ai parlé d'endorphine, pardon, de dopamine, oui, et d'endorphine. Il y a aussi des conséquences hormonales, comme vous l'avez vu. C'est vraiment principalement le cœur, la respiration et les hormones, en fait, même s'il y a aussi d'autres choses qui sont sollicitées. J'en termine avec le circuit de l'amour, ou ce qu'on appelle l'émoi amoureux. Bon, ce n'est pas quelque chose que l'on ressent tous les 4 matins, mais parfois on le ressent, c'est agréable. Là, il y a plusieurs choses qui se passent quand on se sent amoureux. On a le cœur qui s'emballe, le souffle court, les mains moites. Ça se traduit aussi physiquement. Il y a aussi une puissance du regard avec les pupilles qui se dilatent. Quand on ressent un émoi amoureux, il y a 250 substances qui nous envahissent. Il y a des phéromones, par exemple, pour attirer l'autre. Il y a la dopamine. Il y a également l'ocytocine, l'hormone du lien. Patrick parlait tout à l'heure de l'importance du lien, l'importance sociale, l'importance des autres. Et oui, et sur le plan hormonal, c'est l'ocytocine et à quel point c'est important de relâcher de l'ocytocine dans nos corps pour se sentir bien. Voilà. Maintenant, je voudrais vous faire un petit parallèle avec ma vie plus personnelle, puisque je vous parle en tant que comédienne, où donc on utilise beaucoup les émotions. Je vous donne un petit parallèle sur un effet physique qu'ont provoqué les émotions sur moi dans ma vie de comédienne. Une fois, je jouais dans une pièce de théâtre et j'avais le rôle de la jeune première, glamour, un peu comme Roméo et Juliette. Bon, voilà, il fallait. Et il se trouve qu'en fait, j'avais une grosse rhinopharyngite et j'avais le nez qui coulait à fond. Il fallait que je me mouche tout le temps et en même temps, je devais aller sur scène et Roméo, c'était pas Roméo, mais voilà, jouer l'amoureuse, on va dire. Eh bien, en fait, il se passait quelque chose de très étrange, une espèce de magie. C'est qu'en fait, alors que dans les coulisses, je me mouchais, c'était la catastrophe, dès que j'entrais sur scène, plus rien. Tout était parfait. Et j'avais des scènes parfois de 20 minutes, de 30 minutes, où pendant 30 minutes, j'étais sur scène et je n'avais absolument pas le nez qui coulait. Tout était parfait. Dès que je retournais dans les coulisses, c'était à nouveau l'hécatombe, mais dès que je revenais sur scène, nickel. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée parce que je ne pensais pas pouvoir tenir ce soir-là, mais en même temps, il le fallait. Et j'ai été frappée de voir à quel point l'énergie émotionnelle, c'est-à-dire l'énergie des émotions, pouvait avoir un impact énorme sur le corps. Je l'ai vécu en tant que comédienne. Ce qui m'amène à vous parler de comment gérer cette énergie émotionnelle. Et pour cela, à vous parler notamment du rôle du job, en fait, du métier du comédien. Le job du comédien, c'est de gérer, en fait, de savoir gérer cette énergie émotionnelle afin de la transmettre au public. Il a, en fait, non seulement il doit la vivre, mais il doit également la transmettre. Et donc, comment est-ce qu'il va arriver à rentrer dans des états émotionnels? Comment est-ce qu'il va y parvenir? En fait, parce que vous l'avez compris, bien jouer, quand on est comédien, ce n'est pas jouer des émotions, c'est vraiment vivre les émotions. La manière quand on joue au théâtre ou d'ailleurs au cinéma ou à la télé, les émotions que l'on joue sont vraies, en fait. On les ressent pour de vrai. Et pour pouvoir arriver à ressentir pour de vrai des émotions très rapidement et à en sortir aussi très rapidement, parce que dès qu'on rentre dans les coulisses, c'est terminé, l'émotion part en fait. Comment est-ce qu'on le fait? Comme je vous l'ai dit au début, ce sont des expériences psychophysiologiques. Donc la psyché et également la physiologie. Du coup, en tant que comédien, on va travailler les deux. On va travailler la psyché et on va travailler le corps, en fait, puisque l'émotion se vit beaucoup dans le corps. Travailler le corps, ce sont des exercices, par exemple, sur la respiration, les mouvements, la voix, où en fait, on va travailler un petit peu notre univers corporel pour qu'il puisse bien accueillir les émotions et notamment l'énergie émotionnelle que l'on va s'auto-envoyer, si je puis dire. Et ensuite, le psychologique, c'est la pensée. Vous voyez, l'émotion, ça peut être, on peut ressentir une émotion en se confrontant tout simplement à une pensée. Je pense à quelque chose, ça me crée une émotion. Par exemple, je pense à mon voisin qui a été désagréable hier et ça me remet en colère rien que d'y penser. Bon, ce n'est pas une bonne pensée, il vaut mieux penser à quelque chose qui me rend joyeuse. Mais la simple pensée peut générer une émotion. Quand on est comédien, c'est ça qu'on utilise. Par exemple, si je dois jouer la tristesse, eh bien, 2-3 minutes ou 5 minutes avant d'entrer en scène, je vais penser à ma grand-mère décédée. C'est quelque chose qui me fait de la peine. Je vais vraiment y penser, je vais rentrer là-dedans et je vais me laisser envahir par la tristesse. Et quand j'arrive sur scène, évidemment, il n'est pas question de ma grand-mère décédée, il est question d'autre chose. Mais par contre, mon émotion, elle est vraie. Elle est vraie parce que j'ai été chercher un circuit émotionnel qui m'est propre, qui m'a permis de rentrer dans l'état émotionnel dont j'ai besoin pour jouer. Donc, on fait vraiment ce travail-là
de travailler la qualité en fait de l'émotion, qu'elle soit vraiment vraie, en puisant dans nos propres cheminements émotionnels. Et ensuite, quand on est au théâtre, je parle du théâtre et non pas de la télévision ou du cinéma. Au théâtre, on doit pousser vraiment l'émotion au maximum. Il faut qu'elle soit très intense parce qu'en fait, elle doit passer de la scène à la salle avec parfois une distance physique non négligeable. Et le but du comédien, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens dans la salle vivent la même émotion que lui pour rentrer dans l'histoire et rentrer dans les états émotionnels du personnage joué. Du coup, on est obligé d'être super enfin, comment dire, de vraiment se laisser envahir par le plus d'énergie possible, d'énergie émotionnelle possible. Et je vous donne un exemple, on peut avoir un tout petit rôle au fond de la scène, un personnage qui a un rôle muet, il ne va pas s'exprimer, il est là-bas au fond, dans le coin, je ne dis pas qu'il fait le pot de fleurs, mais à la limite, si le comédien ou la comédienne qui a ce rôle muet au fond de la salle se laisse envahir par cette énergie émotionnelle de manière très forte, le public va le percevoir vraiment à fond. Alors que si le comédien se dit ouais bon de toute façon moi personne ne me regarde, je suis vraiment le rôle méga secondaire donc je peux être cool et jouer du pipeau, eh bien personne va faire attention à lui. Alors qu'il peut en étant muet, en n'étant pas sur le devant de la scène, attirer vraiment l'attention du public sur lui simplement en ayant cette énergie émotionnelle qu'il ne va vivre que de manière interne pour le coup. Il ne va pas l'exprimer de manière externe, mais il va la vivre de manière interne très forte. C'est quelque chose vraiment qui se ressent. Il faut noter que quand on est au cinéma ou à la télé, comme là on est sur des close-up avec la caméra, c'est une énergie un peu différente où il faut coller au maximum au réel. Parce qu'une caméra va capter un battement de cils. Donc, si j'en fais trop ou si je vais trop loin dans l'intensité de mes émotions, ça fait faux. Alors qu'au théâtre, il faut pousser un peu plus parce qu'on doit aller plus loin dans la transmission des émotions. Ce n'est pas le cas de la télévision ou du cinéma, par exemple. Voilà. Donc, voilà en fait la façon dont, en tant que comédien, on gère ses émotions et on arrive à les transmettre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas besoin d'être comédien pour vivre des émotions par anticipation. Parfois, ce n'est pas simplement la survenue d'un obstacle ou la confrontation à quelque chose de présent qui va nous faire ressentir une émotion. C'est par exemple le cas du stress quand vous avez un examen. Vous pouvez commencer à ressentir du stress, même parfois une semaine avant l'examen. Et en fait, c'est par anticipation que l'on va ressentir cette émotion qui va nous permettre d'être plus attentionné, plus concentré sur une tâche que l'on sait va venir et va nous demander en fait d'avoir nos sens aiguisés et nos capacités cognitives aiguisées. Donc voilà, le travail du comédien, c'est savoir rentrer dans les émotions, en sortir avec beaucoup de facilité, mais donc du coup, on sait pas mal gérer nos émotions. Ce n'est pas forcément le cas du tout venant. Parfois, la décharge énergétique des émotions que l'on ressent peut nous poser problème. Pourquoi est-ce que cette décharge énergétique peut poser problème? En fait, elle peut poser problème si elle dure trop longtemps. Pourquoi ça pose problème? D'abord parce que ça nous fatigue. Une forte émotion peut nous vider de notre énergie. Quand on a ressenti du stress dans une journée, on est rincé à la fin de la journée. Honnêtement, voilà, ou quand on ressent de la colère, ça nous vide aussi de notre énergie. Comme c'est vraiment une décharge énergétique qui est très forte, qui a vraiment un impact fort sur notre cœur, notre système digestif, etc., si elle dure trop longtemps, on peut avoir des problèmes cardiaques, on peut avoir des troubles du sommeil, on peut avoir des problèmes digestifs. En fait, on est en train d'avoir notre machine en sur-régime. Donc les émotions, elles ont des utilités qui sont vraiment importantes pour nous, mais il ne faut pas tout le temps être dans la méga émotion, parce que sinon on s'épuise en fait. Donc comment arriver à gérer cette énergie si je suis dans ma vie face à quelque chose qui me stresse en fait constamment, ou qui me met constamment en colère, ou qui m'attriste? J'ai vécu quelque chose qui me cause de la peine, et vraiment cette tristesse me submerge de manière un peu constante. Comment est-ce qu'on va pouvoir canaliser cette énergie émotionnelle pour arriver à tout simplement s'économiser soi-même, économiser notre propre énergie? À votre avis, est-ce que vous avez des idées? Vous pouvez les noter dans le chat et vous pouvez les noter sans attendre que je vous dise go pour envoi. Si vous avez des idées de comment canaliser une énergie émotionnelle qui dure trop longtemps. Alors, je regarde. Écrire, changer d'environnement, respiration, méditation, sport, etc. Justement, à l'heure de la visio généralisée,
comment les écrans impactent-ils la transmission de... Ah ben ça, je laisse Raphaël prendre cette question pour tout à l'heure peut-être. Ok, en tout cas, le sport, la méditation, respiration, écrire, changer d'environnement, respirer différemment. Ah, bah, je vois qu'il y a d'autres réponses. Obliger le cerveau à penser autre chose, méditation, marcher, changer volontairement de pensée, changer d'environnement. Alors, toutes vos réponses se rejoignent et bravo à vous, parce que oui, c'est ça que j'avais l'intention de vous dire. C'était effectivement le sport ou l'activité physique. En fait, comme l'émotion, c'est quelque chose qui se traduit dans le corps, eh bien, votre corps peut vous aider à gérer vos émotions. Et effectivement, vivre une émotion en étant assis sur son fauteuil et en bougeant pas, on a du mal à l'aider à s'évacuer. Alors qu'effectivement, si on part faire un footing ou un sport, ou même un sport collectif, eh bien, ça aide en fait effectivement beaucoup à canaliser cette surcharge d'énergie émotionnelle parce qu'on va concentrer notre énergie tout simplement sur autre chose. C'est-à-dire que là, je vais obliger mon corps à faire des abdominaux. Bon, bah, mon corps ne peut pas tout faire. Il ne peut pas faire battre mon cœur plus vite et envoyer tout un tas d'hormones, etc., tout en faisant des abdos. Donc, vous obligez votre corps en fait à réallouer l'énergie ailleurs. En fait. Donc, effectivement, le sport aide beaucoup. Et la méditation, la sophrologie, la respiration, et là je rejoins ce que disait Patrick tout à l'heure, absolument, ça fonctionne bien. Émilie, ma petite astuce pour retrouver de l'énergie, sélectionner dans mon téléphone toutes les photos qui me font du bien, les regarder à chaque fois pour changer mon état d'esprit. Absolument, mais oui, c'est une bonne manière, très bonne manière de changer son état d'esprit et de s'obliger à penser effectivement à autre chose, ce qui rejoint l'idée de changer d'environnement, voilà, ou d'aller marcher, de chanter. Ah, j'aime bien chanter, c'est sympa aussi. On s'oblige à chanter. J'ai pas du tout envie de chanter, mais je vais chanter, même si je chante faux, c'est pas grave, pour arriver à, voilà, à évacuer. La musique aussi, dit Maya, absolument. Oui, tout à fait. Bravo à vous. Bah, voilà, vous avez les quelques astuces qu'on peut utiliser. Si vous sentez que votre énergie émotionnelle dure trop longtemps, que ça vous épuise, que c'était bien au début parce que ça vous alertait sur des choses, mais maintenant, en fait, non, ça ne vous est plus utile. Effectivement, voici des astuces pour arriver à canaliser cette énergie. Je voudrais mettre aussi un tout petit peu l'accent sur les peurs incontrôlées. Peut-être que vous en connaissez dans votre entourage. Je fais référence aux phobies qui peuvent générer parfois des graves crises de panique. Par exemple, il y a l'arachnophobie, la peur des araignées, ou l'acrophobie, la peur des hauteurs, ou l'agoraphobie, la peur des grands espaces. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qui fait que là, on peut ressentir une émotion extrêmement forte avec une décharge énergétique de dingue et pas du tout arriver à contrôler ça en fait? Là, ça se soigne très bien avec différentes thérapies. C'est vraiment des choses qui se soignent bien. Il y a un problème en fait de liaison dans le cerveau entre le thalamus. Vous vous rappelez le thalamus qui est la gare de triage qui reçoit en premier l'info. En fait, entre le thalamus et l'amygdale, il y a une liaison énorme qui se fait et qui va annihiler la liaison qui se fait avec le cortex. Ce qui fait que si finalement le cortex va vous dire c'est pas mal, c'est pas grave, c'est juste une toute petite araignée, il n'y a pas de danger en fait. En fait, ça, c'est ce que vous dit votre cortex est complètement annihilé par l'amygdale. Et l'amygdale qui dit araignée, 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 peur, peur, peur. Et du coup, vous êtes en panique et ça vous met dans une crise de panique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se passe en fait dans le cerveau et sur lesquels les personnes n'ont pas de contrôle. Mais on peut arriver à remédier au problème, notamment par la réalité virtuelle. Vous savez, les casques de réalité virtuelle, où on va mettre les personnes en condition, en fait, face à leur peur, en virtuel, et ça les aide en fait à surmonter, par exemple. Ensuite, quid des émotions complexes? Vous ressentez une énergie forte qui vous traverse, non pas à cause d'émotions primaires, la peur, la colère, etc., mais finalement par des émotions complexes que vous pouvez d'ailleurs avoir du mal à identifier pour vous-même. Là, je vais vous donner une clé de compréhension sur la partie complexe avec la CNV, la communication non violente, qui a été bien résumée, par exemple, dans le livre de Marshall Rosenberg, que vous connaissez peut-être, Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Donc, la CNV est utile, elle aide en fait notre cortex à mieux décrypter quelles sont nos émotions complexes et donc à en comprendre l'origine, à en comprendre quel est le besoin en fait derrière et à y remédier. Il faut savoir que les émotions complexes, tout comme d'ailleurs les émotions primaires, peuvent être un petit peu comprimées dans nos sociétés modernes où on considère que les cas de vraie survie sont quand même assez rares parce qu'on a de quoi manger, enfin, voilà, les aliments sont faciles à trouver, la chaleur est facile à trouver, on n'est plus dans des cas de survie comme on pouvait l'être à l'époque, par exemple, préhistorique. Et donc, comme nous sommes des êtres civilisés,
Ce n'est pas de bon ton d'aller montrer ses émotions primaires au travail, d'aller pleurer au travail, d'aller se mettre en colère au travail. La tristesse, par exemple, peut être perçue comme une faiblesse. Quelqu'un qui pleure, c'est quelqu'un qui est faible, qui n'arrive pas, qui pleure pour un oui, pour un non, voilà. La colère peut être perçue comme un manque de maîtrise de soi. C'est quelqu'un qui ne sait pas se contrôler, il se met en colère. Donc on est prié de ne pas pleurer, de se pas mettre en colère. Et en fait, quand on est privé comme ça de nos expressions faciales ou corporelles, notamment au travail, il ne nous reste que les manifestations intérieures. Parce que comme l'émotion, on ne peut pas la contrôler, et l'énergie envoyée par l'émotion, on ne peut pas non plus la contrôler, où est-ce qu'elle va se traduire? Ben, nécessairement sur le cœur, sur les poumons, sur les hormones, puisqu'on n'arrive pas à l'exprimer, on ne peut pas l'exprimer en fait de manière externe. Or, ça a des conséquences négatives sur notre corps. Déjà, ça fatigue beaucoup nos organes et puis à terme, on peut développer certaines maladies. Les gens qui n'expriment jamais leurs émotions se font en fait du tort. Et je ne parle pas évidemment des soucis d'ordre communicationnel lorsqu'on cache ses émotions et qu'on ne les exprime pas. On se sent mieux quand on peut arriver à les exprimer. Maintenant, vous pouvez tout à fait vous trouver un climat de confiance, une personne en particulier, un endroit en particulier pour pouvoir les exprimer. Je ne vous dis pas qu'il faut pleurer tous les matins au travail, c'est pas ça. Simplement trouver un endroit pour pouvoir l'exprimer, mais ne vous dites pas qu'il ne faut pas l'exprimer. Les larmes, par exemple, permettent d'évacuer les hormones du stress qui circulent dans les vaisseaux sanguins. Et donc, du coup, quand on est très stressé, une crise de larmes fait du bien. Après avoir bien pleuré, on n'est plus stressé. Donc, c'est un petit conseil que je vous donne. Si vous ressentez un stress majeur, allez pleurer et vous vous sentirez bien mieux après. En tout cas, pour comprendre et gérer ces émotions complexes, on peut pratiquer, par exemple, sur soi-même l'auto-empathie en répondant à 3 questions. Par exemple, la question je me sens, vous nommez votre émotion à vous-même. C'est comment est-ce que je me sens en fait? Qu'est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens apeurée? Est-ce que je me sens terrifiée? Est-ce que je me sens incertaine? Essayez d'identifier, de nommer en fait l'émotion que vous ressentez. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, c'est parce que j'ai besoin. Je me sens comme si, parce qu'en fait, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de reconnaissance, de ceci, de cela. Et ce que j'aimerais, c'est la troisième question, ce que j'aimerais, c'est voici en fait ce dont j'ai besoin pour compenser mon besoin. Je vais juste vous projeter 2 secondes un petit outil qui peut vous aider. Hop, vous me dites s'il est apparu. C'est bon, il est apparu? Ouais. Et alors l'outil, alors là, c'est les besoins. Voilà. Ouf, attendez, excusez-moi. J'y arrive. Voilà, l'auto-empathie. Identifier votre émotion, je me sens, comprendre parce que j'ai besoin, et ensuite se demander ce que j'aimerais, c'est la pratique de l'auto-empathie. Et je fais un petit focus sur la partie besoin parce que j'ai besoin pour vous aider à comprendre vos besoins derrière vos émotions. Il y a des théories en fait qui ont assez bien identifié les différents besoins dont les êtres humains peuvent avoir, comme par exemple la pyramide de Maslow que vous connaissez sans doute, avec par exemple besoin physiologique, de sécurité, besoin d'appartenance, etc. Là, je vous en montre une première version de Maslow. Et il y a également cette matrice que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle les 9 besoins de Max Neef, qui pousse un petit peu plus les différents besoins que nous pourrions avoir. Voilà. Je ne vais pas les détailler ici parce que le temps ne nous le permet pas, il est déjà 24, mais ça vous permet, si vous souhaitez aller plus loin, de pouvoir creuser sur la question des besoins derrière les émotions complexes. OK, donc alors j'arrête le partage, hop, je fais un peu plus vite parce que le temps ne me le permet pas. Je vous invite maintenant, et j'en terminerai avec cela, je vous invite à penser, à vous remémorer la dernière émotion forte que vous avez ressentie. Essayez de vous rappeler quand est-ce que j'ai ressenti ma dernière grosse émotion forte. Et je vous invite à essayer de vous remémorer ce qu'était votre vécu en termes d'énergie, ce que vous ressentiez dans votre corps, parce que vraiment l'émotion passe dans le corps. Et ensuite de réfléchir si cette énergie vous a aidé et si vous l'avez et comment vous l'avez laissé s'exprimer. Voilà. Et comme il est 25, je vais pas vous laisser exprimer tout ça dans le chat parce que je cours après le temps. Je vais plutôt repasser, vous passer la parole à Raphaël et à vous si vous avez des questions pour les 5 dernières minutes qui nous restent. Merci Anne-Claire, quelle belle énergie. Alors, on a quelques questions dans le chat. Je crois qu'il y avait une première question d'Olivier. Si tu es là, Olivier, si tu veux la poser, sinon je la pose pour toi.
Y a-t-il des Oui, contradictions? Vas-y, Olivier, si tu souhaites. d'abord, merci, c'était passionnant et présenté avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme communicatif. Oui, la question c'est, est-ce que parfois on peut se retrouver entre une expression faciale ou corporelle différente de ce qui est exprimé par le langage? Ah, mais complètement. Qu'est-ce- C'est Hein? tout le jeu de cacher ses émotions et qui existe beaucoup d'ailleurs. Et dans ce cas-là, Olivier, si jamais vous êtes confronté à quelqu'un qui fait ça, ce qui dit la vérité, c'est le corps. Regardez le corps. L'émotion que vous ressentez de la personne exprimée par son corps, c'est l'émotion la plus juste plutôt que ce qu'elle va vous dire avec les mots. D'ailleurs, attention aux mots. Une personne peut exprimer les choses et ça peut beaucoup induire en erreur. La vérité réside dans le corps, en fait. Et c'est pareil pour vous-même. Si vous pensez ressentir cette émotion-là, mais soyez à l'écoute de votre propre corps et de ce que dit votre corps. Et d'ailleurs, la petite image que je vous ai montrée avec les hommes, la carte anatomique, où on voit, ça peut vous aider aussi. C'est finalement, où est-ce que ça se passe chez moi? Est-ce que c'est plutôt dans ma tête? Est-ce que c'est plutôt dans mon thorax? Où circule cette énergie? Ça peut aussi vous aider en fait à comprendre un peu vos émotions. Le corps détecteur de mensonges. C'est pour ça, la machine du détecteur de mensonges, elle s'appuie là-dessus. C'est vraiment le corps qui dit la vérité, si je puis dire. Ok, merci. Je vous en prie. Il y avait aussi une question d'Émilie. Je ne sais pas si Émilie, tu veux la poser. Oui, du coup, c'était justement sur le schéma que tu nous as montré avec toutes les figurines là, sur la température. Est-ce que c'est une représentation ou est-ce que c'est une mesure qui a été effectuée en fait? Attends, je reviens dessus, ça. C'est une mesure qui a été effectuée. C'est sorti la première fois dans un magazine qui s'appelle Discover Magazine. Après, ça a été beaucoup repris. C'est une mesure de la température qui a été prise en fait en fonction des émotions que pouvaient ressentir les personnes. Et donc, comme je te disais, la même chose a été faite pour les schizophrènes. Ceux qui ont beaucoup de soucis avec les émotions, ce sont les personnes schizophréniques et autistes, où il y a des grosses... ils ont du mal à comprendre les émotions des autres, à être en syntonie avec les autres ou en harmonie avec les autres, et à eux-mêmes, finalement, ressentir des émotions. Je pense que ça a dû être assez dur à faire avec les personnes schizophrènes, pour le coup, parce que difficile, même pour la personne schizophrène, de savoir si elle ressent, par exemple, de la fierté. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une mesure, en fait, qui a été faite avec des outils et qui a été publiée dans Discover Magazine la première fois. C'est super intéressant. J'ai pris une capture d'écran. Je pourrais vous l'envoyer ou via Raphaël si vous souhaitez avoir ce support-là, bien sûr. Et je crois qu'il y avait une autre question de Maya, peut-être, ou je me trompe. Je ne sais pas si tu es encore avec nous, Maya. Oui, je suis là. Est-ce que tu avais une question? Alors, j'étais en train de la rédiger justement. Merci Anne-Claire pour cette belle énergie, en effet. Moi, je me demandais, parce que j'ai dans mon entourage effectivement des personnes qui ont des émotions de colère, de stress, de peur, etc. Oui. Moi, je suis plutôt quelqu'un un petit peu à l'opposé, Raphaël me connaît bien. On est le réceptacle de toutes ces émotions, qui sont des émotions un peu énergivores, effectivement. Et je me dis, mais comment arriver justement à recevoir ces émotions pour transformer ces émotions et les renvoyer en énergie positive ou en émotion plus positive, on va dire, sans que ça nous atteigne nous-mêmes, en fait. Parce que, on a tous j'imagine, fait cette expérience. Quand on est, d'être ce réceptacle-là, qui nous mange aussi de l'intérieur. Hein. On a beau être aussi dans l'énergie et dans des choses peut-être parfois plus positives, recevoir beaucoup ce type d'énergie négative. Absolument. En fait, être confronté à quelqu'un qui ressent une émotion forte, c'est potentiellement ressentir la même émotion forte que la personne, par empathie. Et donc, c'est de l'énergie qu'on n'a pas forcément voulu solliciter, mais en tout cas, nous, ça va nous coûter énergétiquement. Donc, recevoir la colère de quelqu'un, par exemple, c'est quelque chose qui va nous coûter énergétiquement. Oui. En énergie. Si on n'est pas en énergie, par exemple, on est fatigué ou on sait qu'on doit allouer notre énergie à autre chose dans la journée, il vaut mieux essayer de temporiser ou en tout cas de limiter, on va dire, l'interaction avec cette personne, ce qui n'est pas toujours évident et facile.
Moi, je dirais, pour gérer les émotions fortes de quelqu'un, là où toi, pour toi-même, tu pratiques l'auto-empathie, et bien là, il s'agit de pratiquer l'empathie, ce qui va permettre à la personne, on va l'aider en fait à gérer son émotion, pour aussi nous aider nous-mêmes à ne pas trop subir l'émotion. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, d'abord, il faut recevoir l'émotion de l'autre, il ne faut pas la nier, il ne faut pas dire à la personne qu'elle n'a pas de raison de se sentir dans cet état-là, ou qu'elle exagère, ou son émotion n'a pas de valeur. Au contraire, son émotion a de la valeur, on la reçoit, on l'accueille. Ensuite, on essaye pour la personne, pour l'aider, on essaye de nommer l'émotion qu'elle ressent. C'est est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens en colère? Est-ce que ce que tu ressens, c'est de la tristesse? Et ça peut être d'ailleurs plusieurs émotions. On aide la personne en fait à verbaliser ses émotions. Ça va déjà la soulager en première part. Ensuite, on va l'aider à nommer le besoin derrière son émotion. Est-ce que tu ressens de la colère parce que tu as besoin d'eux? Quel est le stimulus? Quelle est la cause en fait? Je cherche à comprendre avec toi qu'est-ce qui va générer cette émotion chez toi. Donc, on accueille l'émotion, on nomme l'émotion, on nomme le besoin derrière l'émotion, et ensuite, on essaye d'aider la personne à nourrir son besoin, à le satisfaire, en lui posant par exemple la question, est-ce que tu souhaiterais qu'on mette ceci en place, ou est-ce que tu souhaiterais ceci, ou est-ce que tu souhaiterais cela? Parfois, c'est difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, on ne peut pas trouver de solution. Il y a une personne qui est, par exemple, en colère, par exemple, et on ne peut pas remédier, en fait, à l'objet de sa colère. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, le simple fait de dire, de nommer, de dire ce qui ne va pas, son émotion, son besoin, et le fait de l'avoir valorisé ou de l'avoir senti valorisé par quelqu'un d'autre, ça soulage énormément. Même si au final, on ne va pas pouvoir nourrir le besoin, on ne va pas pouvoir donner à la personne ce qu'elle veut ou ce dont elle a besoin, ça va quand même vachement la soulager de l'exprimer. D'où l'importance de l'expression des émotions. Tout comme une crise de larmes va calmer le stress, c'est la même chose avec l'expression des émotions. Les émotions ont besoin de s'exprimer en fait. Si je ne les exprime pas, elles vont voilà. Et donc, en fait, si on aime la personne, parce que ça nous coûte à nous de l'énergie de le faire, si on aime la personne et qu'on est prêt à lui donner de l'énergie pour ça, l'idée est d'arriver à l'aider à comprendre et à gérer ses propres émotions de cette manière-là. D'autant plus que la personne n'attend peut-être pas forcément de nous qu'on lui apporte une solution. Hein. Ah oui, parfois, c'est simplement forcément... et elle va aimer le simple fait d'avoir une écoute bienveillante. On ne va pas juger la personne et on va donner du crédit par son écoute bienveillante justement à ce qu'elle dit, ça va déjà soulager la personne. Et puis parfois, on a juste besoin de s'exprimer, d'avoir une bonne oreille qui nous écoute et on n'a surtout pas besoin de conseils. Et là, il n'est pas question de donner des conseils, il est question vraiment d'aider la personne à s'exprimer justement. En fait, c'est ça, ouais, tout à fait. Alors, je crois, merci Malia pour cette question. Une dernière petite question et on en termine là, si vous voulez bien. De Xavier, je ne sais pas si tu es encore avec nous, Xavier. Je suis là, merci Anne-Laure. Moi, je voulais savoir quelle était ton opinion sur la façon dont les écrans filtrent nos émotions. Puisque depuis 1 an, on est derrière des écrans, et moi qui suis une recruteuse professionnelle, qui faisait de ma marque de fabrique, entre autres, la militance pour des entretiens de visu, depuis que je ne fais plus que des entretiens quasiment de visio, j'ai l'impression d'être coupée beaucoup de cette dimension d'émotion. Et il me semble que tu as dit en introduction qu'en plus, les écrans, enfin, quand on est un peu coupé des émotions, et moi je pense que les écrans nous coupent pas mal des émotions, on retient moins bien. Il y a une empreinte qui est moins forte. Donc, je voudrais ton avis sur ça. C'est vrai qu'il y a, je pense qu'il y a une déperdition dans la transmission des émotions. Ce n'est pas le ressenti, parce que le ressenti, il nous est propre, mais dans la transmission des émotions. Maintenant, la perte n'est pas complète. J'ai ressenti vraiment des émotions quand j'ai écouté Patrick, et pourtant, un écran nous sépare. Donc, on peut ressentir les émotions, tout comme ça peut se sentir au téléphone, hein, même sans visuel, en fait. Hein, où on peut entendre un sourire, on peut entendre un petit sanglot dans la voix, on peut sentir les émotions chez l'autre, même par le filtre d'un écran. Maintenant, je te rejoins dans le fait que c'est quand même, y a quand même une perte en cours de route. Et notamment, cette perte, je trouve, elle est beaucoup aussi dans l'aspect collectif, dans l'énergie collective. Parce que quand on est en groupe, enfin là c'est la comédienne qui parle, il y a des choses qui peuvent se passer dans la salle, en symbiose d'ailleurs avec la scène, notamment dans l'impro théâtrale, et ça c'est hyper dur, avec les écrans c'est compliqué.
On peut y y en a quand même une partie qui passe, mais c'est moins fort. Donc, bon, vivement qu'on puisse à nouveau se retrouver pour de vrai, même si quand même les écrans nous permettent quand même d'arriver à garder un petit peu les émotions. Mais bon, là, c'est Merci mon point de vue Xavier. personnel en fait. Merci Xavier, merci Anne-Claire.